Timothée, bonjour, merci de participer à cet épisode de Femmes fédérales. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, Anaïs Timothée, vous représentez parmi toutes ces candidates qui représentent les différents grands partis, ou en tout cas les partis les plus connus, et qui vont faire le plus de voix historiquement dans le canton de Vaud, vous faites partie du POP, donc qui est classé, entre guillemets, le parti le plus à gauche, en tout cas le plus populaire, entre guillemets, c'est pour ça qu'il s'appelle le POP, enfin vous en parlerez bien évidemment plus en détail après. Vous avez 31 ans et vous êtes également élu au conseil communal de la ville de Lausanne. Jusque-là, on est tout bon. C'est tout juste. Première question, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu plus en détail dans les électeurs, notamment votre parcours, qu'est-ce qui a fait que vous en êtes arrivé là et que vous êtes, voilà, on va finir cette présentation en expliquant pourquoi vous êtes candidate aux élections parlementaires fédérales du mois d'octobre 2023. Oui. Disons, mon parcours, si je reprends un petit peu le début du fil de comment j'en suis venue à la politique, disons, ça a commencé de manière assez simple, en fait. Voilà, j'étais une toute jeune maman à 20 ans. Et puis, je travaillais à l'époque comme vendeuse, en fait, dans le commerce de détail, différentes boutiques. Et puis, voilà, c'est un peu à ce moment-là, en fait, de ma vie, en disant, voilà, avec toutes les difficultés financières que ça peut amener aussi, d'être une jeune maman qui s'occupe de sa fille, qui travaille en même temps. Et puis, en vivant en Suisse avec des très bas revenus, comme on connaît dans le commerce de détail. Finalement, c'est vraiment dans le cadre de ces expériences de travail, en fait, au tout début de ma vingtaine, que pour moi, disons, le fonctionnement même du système économique et même politique aussi, finalement, les chances qu'on a comme simple travailleuse, travailleur en Suisse de pouvoir s'en sortir financièrement, pour moi, ça dysfonctionnait clairement. Et donc à ce moment-là, j'ai voulu, disons, mieux comprendre le système politique, économique en Suisse. J'avais pas forcément le même parcours que certains qui s'engagent tôt en politique, avec peut-être une famille qui a des grandes connaissances politiques, qui leur transmettent, etc. Moi, c'est vraiment venu... La vingtaine, c'est tôt. Alors, la vingtaine, c'est tôt, bien sûr, mais disons, voilà, certains naissent un petit peu dans un environnement familial ou social qui leur permet d'avoir aussi certaines bases sur voilà, la connaissance disons, du fonctionnement du système politique économique en Suisse, et puis qui peuvent aussi s'engager dès l'adolescence, etc. Ce n'était pas mon cas, mais dès ce moment-là, du coup, j'ai voulu en fait commencer des études en sciences politiques pour mieux comprendre ce fonctionnement-là. Et puis ensuite, un peu en parallèle, naturellement, je suis venue à vouloir devenir membre du POP, donc pour rappel, le Parti ouvrier populaire. Et puis, donc voilà, assez rapidement, en fait, voilà, j'ai voulu beaucoup m'impliquer dans le parti, aussi dans un peu la reconstruction un petit peu d'une certaine ligne politique plus en phase avec, plus centrée en fait sur les intérêts des travailleuses et travailleurs en Suisse. Et puis voilà, ensuite j'ai été candidate aussi à plusieurs élections. Je pense que la première campagne qui était aussi assez voilà, prenante et puis qui a permis aussi peut-être un peu au public vaudois de me connaître, c'était l'élection complémentaire au Conseil d'État. Tout à fait. Avec le départ de Pierre-Yves Maillard. Et puis, voilà, disons, j'ai participé à différentes élections aussi. Et puis, j'ai été ensuite élue au conseil communal de Lausanne, où actuellement, je co-préside le groupe Ensemble à gauche, POP, Solidarité et Indépendants. Et puis, voilà, ensuite, dans la suite de mon parcours personnel, j'ai aussi travaillé comme secrétaire syndicale à UNIA, dans le secteur de l'industrie. Et puis, voilà, j'en viens à la fin. Maintenant, je travaille dans le domaine de la recherche, dans l'analyse des politiques publiques. Voilà, donc tout un programme. Exactement. Et on notera que vous avez été pendant plusieurs années présidente du POP Vaud alors que vous n'aviez même pas 30 ans. Oui, alors c'est vrai que c'est tout frais, mais je viens tout juste de quitter en fait la présidence du POP Vaud, où j'ai été présidente pendant 4 ans, et puis encore avant ça une année à la vice-présidence. Je reste au niveau du comité directeur vaudois. Mais oui, c'est vrai que voilà, on a aussi un parti en fait qui se rajeunit beaucoup. Petite question complémentaire, qu'est-ce qui a fait que vous avez quitté cette présidence? Volonté de voir ailleurs, beaucoup d'autres obligations à côté, ou simplement voilà, la vie naturelle d'un parti? Alors c'est vraiment la vie naturelle d'un parti. Je pense que c'est assez sain, disons, de pouvoir passer la main, disons,
voilà, il y a 4 ans, ça me semble être suffisant pour avoir contribué, disons, à amener, à amener certains changements, aussi à amener une amélioration aussi dans certaines routines de fonctionnement. Donc ça, je pense, c'était très positif. Maintenant, c'est vrai que au niveau de la coprésidence du groupe au conseil communal, c'est assez prenant. Au niveau des candidatures aussi pour les fédérales, c'est quand même un engagement qui est assez prenant. Donc voilà, j'ai encore bien sûr tout ce qui concerne ma vie personnelle à côté. Voilà, je suis toujours maman d'une petite fille, donc Qui a une dizaine voilà, d'années maintenant, du coup. qui a maintenant 11 ans, voilà. Donc alors c'est bien sûr moins prenant Mais quand même. tout petit, mais quand même, voilà. Donc c'est aussi, voilà, si bien sûr, je pense, c'est un certain nombre de casquettes qu'on peut avoir, et je pense que c'est très bien qu'il y ait, voilà, qu'il y ait en fait un roulement aussi au niveau de la présidence. C'est tout à fait positif, puis ça me permet aussi à moi de pouvoir mieux m'impliquer aussi dans ces fédérales où je suis candidate, non seulement pour le Conseil La national, mais double. aussi pour le Conseil des États. Donc voilà, c'est une campagne assez prenante. Ouais. J'imagine, avec pas mal il y a déjà eu pas mal de sollicitations médiatiques dans différents médias vaudois et romans de manière générale qu'on a pu voir. Donc, vous n'êtes pas une figure inconnue des gens qui s'intéressent à la politique vaudoise et lausannoise, on va dire, malgré votre âge qui est relativement jeune encore. Enfin, c'est le même que le mien, donc on va pas non plus. Voilà. On a bien saisi le sens de votre engagement et de votre parcours. On va pouvoir s'intéresser aux différentes thématiques. La première question que j'ai envie de poser, c'est pour vous, dans ces élections en 2023, après tout ce qu'on a vécu, la situation actuelle, et on a bien compris avec votre présentation que vous êtes une observatrice aguerrie de la situation, notamment politique et économique et sociale sur le terrain. Quelle est pour vous la thématique, l'objet, en essayant d'aller relativement dans la précision, hein, pas des grands principes très vagues, mais plus dans la précision, quel est l'objet que vous voudriez mettre sur le débat public dans ces élections 2023, dans le cadre de débats, dans le cadre de débats publics? Quel est le thème que vous voudriez faire ressortir et dont vous voudriez parler? Parce que pour vous, ça doit être un centre de préoccupation majeur, notamment. Alors, je pense qu'il y en a plusieurs, hein, évidemment. Pour moi, un des thèmes vraiment centraux, c'est vraiment le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, bien sûr, ça peut être une formule aussi qu'on peut critiquer en disant ah voilà, c'est une formule de droite, l'idée c'est de vouloir consommer plus. Moi, c'est pas du tout comme ça que je le conçois. Alors, dans quel sens vous concevez cette notion de pouvoir d'achat? Qu'on puisse bien comprendre. Ouais. Alors, pour moi, c'est simplement différentes dimensions qui permettent à une personne, à un ménage, de pouvoir vivre de manière digne ou vivre au mieux, on va dire, vu la situation actuelle. Donc, pour moi, ça recoupe une diversité de choses. Et c'est pas juste la capacité à consommer ou la capacité voilà, à consommer des fois des choses pas forcément utiles, parce que c'est comme ça aussi qu'on peut le comprendre. Donc pour moi, c'est vraiment un thème qui n'est pas l'apanage de la droite du tout et qui doit être compris dans un sens véritablement de gauche, c'est-à-dire voilà, pouvoir mieux vivre. Alors, c'est vrai qu'historiquement, le pouvoir d'achat, c'est plutôt une thématique historiquement, en tout cas au XXe siècle, c'est plutôt une thématique de gauche. Alors, dans le sens ce que ça recoupe, oui, mais la formule a pu être pas mal utilisée par la droite aussi en disant voilà, on vise en gros un peu très axé sur classe moyenne, un peu société de consommation. C'est pas du tout uniquement à ça que je le résume. Pour moi, ça recoupe plusieurs dimensions importantes, que ce soit en premier lieu le niveau des salaires, les conditions de travail également, le niveau des retraites aussi. Ça concerne aussi en fait toutes les principales dépenses d'un ménage qui sont aujourd'hui complètement sous pression, donc c'est aussi les loyers, c'est l'assurance maladie, exactement. Ça peut être aussi le niveau des aides sociales. Hein. Tous ces aspects-là, en fait, aujourd'hui sont véritablement sous pression, avec une inflation dont on n'a jamais connu un taux aussi important que depuis la crise de 2008. On a des biens aussi de consommation courant, de première nécessité, on va dire, dont les prix explosent, hein, que ce soit voilà, pâtes, farine, huile, etc. Donc pour moi, c'est vraiment là le cœur du problème, et c'est pas seulement pour moi, c'est aussi en fait ce qu'a montré une étude aussi qui est sortie en 2023 sur quelles sont les principales préoccupations de la population en Suisse. Et en fait, ce qui ressort, c'est
c'est voilà, les choses qui concernent en fait le quotidien, Le et puis pouvoir la d'achat. capacité à bien vivre, et donc quelque part le pouvoir d'achat. Donc c'est en fait toutes ces dimensions que je viens de citer, et qui sont vraiment, qui font vraiment partie de l'ADN de notre parti aussi, voilà, de cette défense-là, sont citées actuellement comme les préoccupations majeures de la population. Moi, je peux pas aller vraiment contre ce discours, puisque quand j'ai fait mon sondage en amont de reportage et de cette série d'entretiens, le pouvoir d'achat était l'une des trois thématiques qui ressortait le plus, comme vous le savez. Donc, quelque part, autant que ce soit dans la population suisse, dans des enquêtes fédérales ou dans des enquêtes de journalistes de terrain, Mhm. c'est ce qu'on s'aperçoit. Donc, on peut difficilement, voilà, vous êtes en tout cas la cible d'une partie de ce que pas entièrement, mais une grande partie de ce que les gens souhaitent entendre. Alors là, la grande question que j'ai envie de vous poser, c'est maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous voulez mettre comme mesure, en tout cas au niveau fédéral et vaudois, hein, parce que si vous êtes élu, vous êtes une élue vaudoise, Mhm. pour justement lutter contre cette notion de vie chère, ces écarts de richesse et renforcer le pouvoir d'achat des ménages, notamment des ménages les plus précarisés. Un premier pan, ça concerne, donc, comme je l'ai dit, les salaires. Donc, il y a bien sûr la question un peu dans l'urgence, hein, c'est-à-dire en réaction à l'inflation, c'est aussi d'obtenir une pleine et entière indexation des salaires, des retraites également. Ça, Donc, c'est aussi, indexation des salaires et des retraites, ça c'est voilà, la exactement, priorité. indexation aussi de toutes les aides sociales, hein, donc c'est aussi bourses d'études, etc., qui aussi tiennent pas compte en fait de cette augmentation du coût de la vie. Aide pour les enfants. Voilà, exactement. Donc ça, c'est un premier pan vraiment lié inflation. Inflation aussi, avoir un blocage aussi sur les prix des biens de première nécessité. Donc voilà, pain, farine, huile, enfin voilà, ça c'est des choses où finalement, au niveau fédéral, on a une marge de manœuvre et où on laisse finalement le duopole Migros, Coop, en fait, avoir une totale opacité vis-à-vis des prix, vis-à-vis des marges qui s'octroient par rapport aux producteurs. Et puis, le consommateur en bout de chaîne, finalement, voit simplement le prix de sa facture avec son caddie à la caisse qui explose. Mais enfin, voilà, il y a totalement quelque chose à faire à ce niveau-là. Et pourtant, on laisse les principaux gros distributeurs sur le marché faire un peu ce qu'ils veulent. Donc ça, c'est aussi, à mon avis, un des points assez centraux, indépendamment même de la question de l'inflation. Ça, c'est un peu en réaction directe, mais globalement, Ouais. il y a une plus grande transparence aussi à avoir sur les prix, sur la rémunération des producteurs. Ensuite, il y a vraiment tout ce qui concerne les loyers. Donc, il y a aussi Immobilier, ouais. voilà, immobilier. Donc, il y a une certaine partie des baux à loyer qui sont indexés sur le taux hypothécaire, mais une autre l'est sur l'indice des prix à la consommation. Voilà, c'est aussi par rapport à l'IPC, on doit avoir en fait on doit pouvoir intégrer dans le calcul de l'indice des prix à la consommation l'augmentation des primes d'assurance maladie, ce qui ne l'est pas actuellement. C'est quand même scandaleux, quoi. Ce qui est C'est absurde, vu que, c'est comme un des budgets principaux bien sûr, des ménages en Suisse, évidemment. peut-être pas le numéro un, mais ça vient en tout cas dans Non, le top 5 de non, mais largement la plupart des c'est familles, et exactement. il n'est pas pris dans le calcul de l'IPC. Il n'est pas pris dans le calcul de l'IPC, et c'est après les impôts, c'est la première. Dépenses contraintes. Alors, oui, mais aussi la première raison qui fait que les gens sont endettés en Suisse, c'est que principalement les gens sont endettés parce qu'ils n'arrivent pas à payer leurs impôts. Bon, alors après, il y a une différence entre voilà, petits, petits contribuables et grands, etc. Ce qui peut être aussi problématique, mais c'est aussi que les gens sont massivement endettés à cause des primes d'assurance maladie. Et donc, il y a un véritable problème de fond, donc non seulement sur l'indexation des prix à la consommation, mais aussi sur voilà, l'escalade un peu sans fin de cette augmentation des primes. On a quand même des augmentations massives, je crois qu'en moyenne c'est plus 3,8% depuis 2013. Donc, Et les salaires n'augmentent pas de et les salaires 3,8% n'augmentent par. pas, exactement. Donc bien sûr que ça, je pense que sur la question des salaires aussi, en fait, on peut se dire, bon, mais la plupart, que ce soit du domaine public, on peut faire des choses, dans le privé, non. Je pense quand même que, en fait, voilà, il y a des choses à faire aussi pour contraindre un certain nombre d'employeurs à rémunérer de manière correcte, donc avec notamment un salaire minimum. En tout cas, c'est ce vers quoi on s'engage dans le canton de Vaud, notamment en ce moment,
d'avoir un salaire minimum qui permette au moins voilà, d'avoir un salaire digne pour un certain nombre de secteurs qui sont concernés par des revenus très précaires. Alors, je vous interromps tout de suite. Oui. Comment est-ce qu'on calcule, parce que les gens se posent la question, oui, c'est très bien un salaire minimum, mais dans un Mhm. contexte d'inflation, Mhm. comment est-ce qu'on établit un salaire minimum? Est-ce qu'on va plutôt se baser sur un aspect d'échelle, un aspect de pourcentage, ou est-ce qu'on va mettre un chiffre absolu arbitrairement? Et puis du coup, ça veut dire qu'on va devoir se battre, entre guillemets, pour un salaire minimum. En fait, Mhm. il faudrait se battre pour les deux, c'est-à-dire qu'il faudrait effectivement avoir un salaire minimum qui est déterminé et après l'indexer systématiquement sur les montées d'inflation parce qu'il y a Oui, de bien grandes sûr. fortes, il y a de grandes fortes chances, mais c'est pas forcément une évidence pour tout le monde. C'est pour ça que Mhm. c'est qu'il y a, il y a des chances que la crise inflationniste continue, en tout cas pendant un moment. Quoi. Mhm. Oui, après, c'est vrai que Donc, avec qu'est-ce qu'on entend par salaire minimum? disons, avec le comité d'initiative, c'est sûr que la détermination du montant, en fait, ces questions-là précédaient vraiment la crise de l'inflation, en tout cas enfin, ouais, disons, ouais, il y avait déjà des crises inflationnistes qui se pressentaient avant un peu l'éclatement aussi, voilà, mais sans entrer dans le détail, oui, sinon c'était un montant qui est déterminé indépendamment d'une inflation ou d'une récession ou voilà, d'une crise économique, d'une phase particulière en fait, qui est ouais, enfin, qui ne va pas être amené à disparaître, parce que c'est le fonctionnement du capitalisme en tant que tel. Mais bon, voilà, c'est un autre débat, mais oui, c'était un calcul d'un montant par heure aussi, qu'on a fait sur la base de, en gros, calcul du coût de la vie dans le canton de Vaud, D'accord. en prenant pour base de calcul l'exemple genevois en fait, où il y a eu cette même initiative pour un salaire minimum cantonal. Et Donc c'est un puis, salaire à l'heure, en gros, à l'heure de travail. Quoi. euh, alors on détermine un salaire à l'heure et puis ça donne un montant voilà, autour de 4000, j'ai plus les chiffres, je ne vais pas vous dire de bêtises maintenant, autour de 4500 francs par mois. Ouais. Et c'était aux alentours, j'ai lu un truc comme quoi c'était 23 ou 24 francs de l'heure, quelque chose comme ça. En tout cas, j'ai vu passer sur des différentes annonces. Ouais, ouais, alors là, il faudrait que je vous trouve, je ne vais pas vous dire de bêtises, Mais mais c'est dans cet ordre ce qui est d'idée-là, quoi. important, voilà, ce qui est important à retenir, c'est qu'en fait, c'est un salaire minimum, c'est-à-dire c'est effectivement ce qu'on peut considérer comme étant le minimum pour pouvoir subvenir aux principales dépenses qu'un ménage vaudois a. Donc avec des loyers importants, avec des primes d'assurance maladie importantes, avec un coût de la vie de manière générale important dans le canton de Vaud, et puis voilà, des prix des transports aussi élevés. Donc c'est le calcul qu'on a fait effectivement pour arriver à ce montant-là. Donc c'est un des premiers points, à mon avis, qui me paraît crucial pour pouvoir défendre le pouvoir d'achat et notamment des personnes les plus précaires dans ce canton. Une autre des solutions qu'on pourrait mettre, c'est par exemple limiter. Je ne sais pas, est-ce que vous avez envisagé une mesure pour limiter les écarts salariaux à l'intérieur d'une entreprise? Parce qu'il y a des fois des choses où on dit, mais peut-être pas sur des petites PME, mais sur des grandes multinationales, des choses, on a des fois des écarts salariaux qui sont de plusieurs milliers de fois le salaire de la personne qui est au plus bas de l'échelle sociale par rapport à un PDG ou un cadre directeur général. Est-ce que c'est aussi une option qui vous paraît viable ou c'est complètement inenvisageable dans un pays comme la Suisse, quand même, avec un modèle capitalistique? Qu'est-ce qu'il est avec Oui, bien sûr. Alors bon, parce que ça n'a pas arrêté d'augmenter depuis les années 80, c'est ça que je dis. Oui, oui, alors bien sûr qu'il y a une augmentation de l'écart salarial en fait. Évidemment. Bon, après, bien sûr qu'avec le POP, on était très impliqués dans le cadre de l'initiative 1.12 qui avait été lancée avec les jeunes socialistes. C'est à ça que je faisais référence. Il y a quelques années, qui malheureusement voilà, été refusée en votation. Mais bien sûr qu'on était, très actifs dans la défense de cette idée-là, pour justement rétablir un certain équilibre. Maintenant, c'est vrai que ça ne résout pas tout, parce que ça concerne justement les salaires, et en fait ce qu'on voit en Suisse, c'est qu'on a des écarts salariaux importants entre le bas de l'échelle et le haut, mais que le plus grand écart qui existe, c'est au niveau de la fortune. Et c'est là qu'on voit vraiment une différence. Donc de la rente, ouais. Oui, et des grosses inégalités, parce que il y a souvent des classements internationaux où en fait on va justement dire que la Suisse s'en sort pas trop mal au niveau international, que certes il y a des écarts salariaux, mais globalement c'est plutôt ok. Et en fait, on voit, si on regarde au niveau de la fortune, là il y a vraiment des écarts gigantesques en fait. Et donc c'est vraiment
capacité des gens justement à mettre un petit peu de côté, où on voit qu'on a quand même des couches sociales voilà, qui travaillent, etc., mais qui travaillent juste voilà, pour boucler le mois et qui n'arrivent pas à mettre de côté, ne possèdent aucune fortune. Et puis, à côté de ça, on a vraiment un petit pourcentage de la population qui détient une fortune juste colossale. Et donc, c'est quand même là, à mon avis, la plus grosse, enfin, le point le plus important sur lequel on doit travailler en priorité si on devait vraiment voilà, mettre les bouchées doubles sur la réduction des inégalités, c'est sur la fortune. Donc ça passe aussi par une augmentation en fait, de la progressivité de l'impôt, mais aussi on a finalement euh, au niveau de la manière dont les contribuables sont taxés, en fait au niveau de la fortune, c'est des paliers qui manquent de précision en fait. Et donc on doit vraiment pouvoir augmenter cette progressivité de l'impôt là-dessus. Les salaires aussi, il y a des salaires voilà, mirobolants qui ne se justifient pas, à mon avis. C'est difficile de justifier qu'on est 1000 fois plus productif que son employé qui est ça, parce que c'est ça que ça Ah veut dire oui, salaire, c'est la productivité du travail. On a quelqu'un qui gagne, je sais pas, imaginons entre plusieurs centaines de milliers de francs par mois, et d'autres qui sont au contraire à des salaires à 4 chiffres, hein, donc 4000, 5000, 6000 francs par mois, hein, ce qui est une bonne partie de la population est dans les couches sociales les plus précarisées, alors qu'ils travaillent à 80, 90, 100%. C'est difficile de justifier qu'un cadre dirigeant par rapport à son PBA il est certes plus productif, mais est-ce qu'il est tant d'une centaine de fois plus productif? Non, mais c'est compliqué à justifier. Alors, je pense qu'il n'est pas forcément plus productif. Non, mais justement, enfin, c'est quand même un point important, c'est qu'en fait, souvent, en bas de l'échelle, tout dépend du type d'entreprise, mais sincèrement, si on regarde dans le détail, on a je sais pas, que ce soit des ouvriers ou des employés d'assurance qui vont rapporter des sommes mais colossales à leur entreprise, donc en fait qui rapportent énormément, et qui mais ne touchent pas le fruit du travail. Exactement, voilà. Donc c'est. Alors après, comment est-ce qu'on améliore ça? C'est aussi à travers une meilleure démocratie interne au sein des entreprises, donc une meilleure représentation des travailleurs et travailleuses, avec voilà, vraiment une place aussi plus importante pour les syndicats. En Suisse, on a quand même des droits syndicaux qui sont franchement plus que lacunaires, hein, voire inexistants, voire vous connaissez bien complètement l'UNIA, vous bafoués. Alors, Vous étiez secrétaire d'UNIA pendant tout oui, ça. bien sûr. Et ce qu'on constate, c'est que voilà, c'est très difficile pour les employés à l'intérieur d'une entreprise, tout dépend des secteurs, tout dépend de la taille de l'entreprise, Bien etc. Mais globalement, on a des droits syndicaux extrêmement faibles en Suisse et qui sont en plus systématiquement attaqués par le patronat. Là, on a justement un exemple assez récent d'une attaque au niveau fédéral voilà, sans entrer dans le détail, mais pour dire que finalement, si on avait une version d'une convention collective plus favorable au niveau cantonal que celle qui existerait à un niveau fédéral, ben, du coup, finalement, on nivellerait vers le bas les droits des employés en adoptant plutôt la version fédérale. Bref, on a des attaques systématiques de ce type-là du patronat, et donc ça se répercute aussi sur en bout de chaîne, hein, dans une entreprise, comment est-ce que les travailleurs et travailleuses peuvent avoir du pouvoir à l'intérieur de l'entreprise, obtenir éventuellement des meilleurs salaires, voire même participer aux décisions d'une entreprise à l'interne. Voilà, toutes ces choses qui peuvent exister dans d'autres pays, hein, n'existent quasiment pas en Suisse ou sont systématiquement attaquées. Et donc, c'est aussi pour ces raisons-là qu'on arrive avec des écarts salariaux extrêmement importants, et puis des patrons, des fois d'entreprises qui ont des salaires qui clairement ne se justifient pas. Ouais. Est-ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, dans le monde tel qu'il est, avec des multinationales, avec ces échanges mondialisés, avec des tailles d'entreprises différentes, hein, est-ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui une vraie distinction sociale, hein, je parle vraiment de couche sociale, de pénibilité du travail, de capacité de revenus, entre les patrons de PME et les cadres dirigeants de grands groupes multinationaux qui sont installés en Suisse? Je ne vais pas les citer, mais on les connaît, hein, les membres de la pharma, de l'agroalimentaire ou comme ça, où sans être patron du groupe, et c'est des gens qui sont dans des conseils d'administration, qui ont un travail beaucoup moins pénible que le petit patron de PME qui essaie de gagner sa vie. Et pourtant, les deux, entre guillemets, ont un statut d'élite économique dans le sens où elles sont dans les... c'est-à-dire qu'elles prennent des décisions, elles sont à tête d'entreprise.
Mais aujourd'hui, est-ce qu'on n'arrive pas à constater, à faire une distinction vraiment entre ces patrons de PME qui triment sang et eau pour essayer de faire survivre leur entreprise et qui des fois, oui, sont certes mieux payés que leurs employés, mais c'est pas non plus les cadres dirigeants de chez Nestlé ou de chez Roche, par exemple. Ou Mhm. est-ce que vous, au sein d'un parti quand même de gauche qui représentant les classes salariées et les classes de travail, est-ce que Mhm. vous n'arrivez pas à faire cette distinction où tous Bien les sûr. patrons sont à mettre dans la même cage? Ah non, bien sûr que non, 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 je pense Non, mais que... c'est important de le dire. Oui, alors je pense que c'est effectivement important de le dire et c'est quelque chose auquel je crois vraiment profondément, c'est que finalement je pense qu'un patron d'une petite entreprise avec voilà, une poignée d'employés ou les petits indépendants, finalement, en fait, ils se retrouvent voilà, un peu dans une même situation économique, grosso modo, hein, que des travailleurs et travailleuses euh, voilà, sans fonction dirigeante, sans fonction de cadre, etc., avec une relativement faible rémunération. Son propriété du capital, quoi. C'est ça que je dis. Voilà, exactement. Mais aussi parce que, voilà, on est dans une économie mondialisée et finalement, un petit patron de PME en Suisse qui a une entreprise sur un petit segment de marché, bon, en fait, ça reste un petit poisson par rapport au gros de l'économie mondiale. Donc, oui, moi je pense qu'il y a un peu une sorte voilà, de distinction à faire entre ces gros et ces petits poissons, clairement. Après, évidemment, moi j'ai jamais été, comment dire, à titre personnel, anti. Anti-patronat. Ah bah, disons, anti-patronat dans le sens, oui, c'est-à-dire. Anti-entreprendre, enfin, façon Enfin, d'entreprendre, quoi. C'est-à-dire. ouais, plutôt anti-petits indépendants et petits commerçants et petits. Voilà, non, ça, ce serait à mon avis idiot. Bien sûr qu'on est, au sein de mon parti, historiquement, on a toujours été un parti qui défendait les employés. C'est pour ça que je l'ai dit en amont de la Majoritairement. question. Voilà, exactement. Maintenant, je pense qu'on a bien sûr tout à fait conscience que certains petits patrons, petits indépendants vivent des situations souvent délicates financièrement et qu'on les soutient tout autant qu'on soutiendrait les employés pour autant que voilà, ils soient dans une situation similaire. Donc, C'est justement là qu'il faudrait cadrer un peu l'impôt. Vous avez parlé avant de cadrer, justement, de mieux définir ce truc oui, bien d'impôt. sûr. C'est clair qu'on ne peut pas Oui, imposer de manière une petite PME qui a des trucs jusque-là et qui galère bien sûr. dans son segment de marché qu'une entreprise qui fait plusieurs milliards de bénéfices par an, quoi. Tout à fait. Oui, oui, alors ça, exactement. C'est ça. Non, mais juste pour être sûr. On va parler de la mobilité. Vous êtes Ouais. élue lausannoise. Mhm. Je ne vais pas revenir sur le fiasco qui a été ces travaux à la gare de Lausanne dernièrement, qui sont quand même un bien public, un bien commun que tous les ans, même à titre personnel, moi qui travaille la plupart du temps dans la région lausannoise, j'utilise quotidiennement cet outil de transport. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut donner un accès pour les Vaudois et les Vaudoises, les travailleurs vaudois et vaudoises, hein, qu'ils soient pendulaires ou résidents de la ville de Lausanne, qui est quand même le grand centre économique du canton? Comment est-ce qu'on peut donner un accès facilité et un meilleur marché quelque part pour défendre leurs intérêts? Parce que les transports, c'est aussi un secteur qui subit une forte différence entre les salaires. Alors, je veux dire, un abonnement général Mhm. ne coûte pas pareil, un abonnement général CFF ou un abonnement de train, ou un abonnement de transport public, on est d'accord, ne coûte pas pareil dans la bourse d'un étudiant ou d'un travailleur précarisé que dans un employé avec des meilleures conditions salariales. Donc comment est-ce qu'on fait Mhm. pour équilibrer tout ça et donner un accès justement au transport public correct et plus égalitaire, on va dire, pour tous les Vaudois et Vaudoises? Bon, alors peut-être déjà, pas rappeler qu'en fait déjà il faut, enfin, c'est-à-dire renforcer, améliorer l'accès aux Vaudois et Vaudoises au transport public. Il faut quand même le rappeler, c'est-à-dire que voilà, on a quand même une urgence climatique qui nous pèse sur les épaules à tous et on a véritablement besoin de pouvoir trouver des solutions viables et durables pour avoir vraiment une place moins importante de la voiture au quotidien pour les trajets qui sont pas nécessaires, pour simplement réduire les émissions carbone liées à la mobilité. Les émissions carbone ne sont pas du tout voilà, uniquement liées à la mobilité, mais une bonne partie quand même, c'est quand même environ 30%, donc c'est quand même un secteur important où on doit pouvoir agir sur la réduction de notre empreinte carbone. Donc voilà, il faut le faire et comment? Alors, évidemment, pour nous, le principal problème, c'est que dans le choix du mode de transport, le prix, ça arrive en tête, en fait, Bien sûr. dans les facteurs qui font qu'on va choisir tel ou tel mode de transport. Bien sûr qu'il y a la flexibilité, enfin, le confort, voilà.
Évidemment que c'est plus confortable de voyager en voiture, mais sinon c'est le prix. Et là, depuis des décennies, on a une augmentation vraiment massive du coût des prix des transports publics, que ce soit au niveau du train, que ce soit au niveau des abonnements de bus. On a vraiment des prix extrêmement importants, même, disons, en comparaison aussi dans certains réseaux de transport européens. On peut se dire oui, mais voilà, au niveau de la Suisse, on a un coût de la vie élevé, etc. Mais c'est pas que ça. C'est qu'on voit vraiment que euh, même en tenant compte aussi du coût de la vie dans les autres pays, eh ben, vraiment la Suisse est largement au-dessus. Alors on peut se dire oui, mais on a un réseau ferroviaire efficace, dense au niveau de la Suisse, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Donc ça coûte, c'est vrai. Et je pense que c'est une bonne chose aussi. Maintenant, il faut aussi vraiment maintenant agir urgemment sur l'accessibilité. Et pour nous, c'est vraiment un objet qu'on a porté depuis des années, qu'on a lancé dans différents cantons, c'est la gratuité des transports publics. On l'a lancé à Fribourg, on l'a lancé à Genève, on le lance aussi ici dans le canton de Vaud. Une décision qui a été rendue à Fribourg il n'y a pas longtemps. Exactement, qui nous impacte aussi, où finalement on a une grosse fronde contre notre initiative, alors qu'elle permettrait justement de pouvoir atteindre des objectifs écologiques, mais aussi des objectifs sociaux et même économiques en fait. Donc voilà, pour nous c'est vraiment un combat assez difficile en ce moment, d'avoir eu cette décision du tribunal fédéral disant... C'est pour ça que je pose la question. Voilà, exactement. Voilà, parce que pour nous ça aurait été vraiment la solution pertinente pour favoriser la mobilité durable en fait. Voilà, on nous coupe l'herbe un peu sous le pied. Pour quelle raison? Alors en invoquant le fait qu'au niveau constitutionnel, je ne sais plus, c'est l'article 68. Non, mais ça je sais, c'est pas le centre de ma question. C'est pas le centre de ma question. La question c'était, je ne demandais pas parce que c'était expliqué dans les articles de presse pourquoi ça a été fait. Ce que je vous demande, c'est pourquoi est-ce que cette décision a été rendue? Pourquoi est-ce que, justement, selon vous? Alors clairement, c'est une décision politique. Voilà. C'est-à-dire que clairement, c'est un choix de vouloir de vouloir interpréter en fait notre initiative comme allant à l'encontre de cette notion constitutionnelle qui dit que l'usager paye une part appropriée des transports publics. Point. C'est tout ce que dit la Constitution. Ce qui a été rendu, ouais. Voilà. Donc bien évidemment que on aurait pu interpréter en disant oui, mais si on a la gratuité des transports publics, c'est que c'est un financement en fait via les impôts. Les usagers payent des impôts, donc. Exactement. Donc finalement, ou alors on peut trouver d'autres solutions. C'est-à-dire qu'on peut très bien dire, voilà, comme les automobilistes ne payent pas en fait l'usage des routes, si ce n'est une vignette de 100 francs par année. Bon, on peut très bien aussi payer une vignette pour faire usage des transports publics. Et de donc, 100 francs par année. On pourrait interpréter ça comme une part appropriée des coûts. Enfin, il y a diverses possibilités. Le fait est que politiquement, le tribunal fédéral est contre, en fait. Je pense que ça c'est assez clair, puisque dans son jugement, il est vraiment entré dans les détails, oui. En disant oui, la gratuité, ça ne permettrait pas réellement de réduire le nombre, de réduire notre empreinte carbone. Donc il y a vraiment une interprétation politique sur le fond, plus que simplement une vague notion juridique. Donc voilà, c'est assez problématique parce que finalement on n'a plus le temps de penser à des petites solutions cumulées ou à des petites taxes incitatives qui visent un peu à améliorer le comportement des gens. Je crois qu'on a vraiment besoin d'un gros changement dans les mentalités et ça doit passer à notre avis par des mesures fortes et puis de pouvoir vraiment agir sur ces facteurs qui conduisent à choisir l'un ou l'autre des modes de transport. Et voilà, la voiture pour l'instant reste beaucoup trop attractive. La voiture électrique, c'est pas non plus la solution ultime. C'est pas zéro au niveau de l'empreinte carbone. Ouh, non. Voilà. Et finalement, on voit pas d'autres solutions émerger. On dit bon, mais il faut réduire le prix des transports, mais personne ne le fait. Ah non, mais ils suivent la même courbe que l'assurance maladie. Donc. Voilà. Et donc en fait, c'est aussi un problème sans fin. C'est que tout le monde dit que c'est trop cher. On arrive avec une solution, on l'avait pas, mais personne ne propose autre chose de concret non plus.
Donc nous, on va poursuivre aussi sur cette voie. On reste sur l'idée que la gratuité des transports, c'est une bonne solution. À défaut, bien sûr, qu'on luttera aussi pour une réduction du prix des transports publics. Ça, c'est évident. Maintenant, voilà, on n'a plus le temps de se poser ce type de questions. Il va falloir le faire. Et j'espère bien que pendant ces fédérales, on trouvera des débuts de solutions réellement efficaces. Et surtout que, je vais pas le redire, mais c'est quand même. On a vu l'histoire des transports en Suisse, notamment des transports publics, des transports par rail, des transports en commun, à défaut de dire transport public, on va dire transport en commun, parce qu'on est plusieurs dans le même wagon, disons comme ça, ou dans le même bus, était clairement lié à la constitution de Crédit Suisse, donc par Alfred Escher, qui a fondé les deux, c'est-à-dire à la fois Société des rails dans l'est de la Suisse et la région zurichoise, et le Crédit Suisse pour financer, justement, le Crédit Suisse était là pour, à l'époque, on va peut-être pas vous lancer sur les banques, mais disons que à l'époque, le crédit, mais on va peut-être parler de ça justement, à l'époque, le crédit était utilisé pour financer des gros projets que les communes ou les particuliers n'avaient pas les fonds. Donc, il fallait avoir des banques pour mobiliser des fonds pour faire des gros travaux. Et effectivement, le fait de faire que le réseau ferroviaire en Suisse, c'était des travaux énormes, des tunnels, des ponts, des kilomètres et des kilomètres de rails à faire. Aujourd'hui, on voit qu'il y a cette augmentation et on n'a pas de solution. Il y a des couacs monstrueux au niveau des infrastructures de transport. Et en parallèle, on a la faillite définitive du Crédit Suisse qui était à la base du succès justement du financement des infrastructures, une bonne partie des infrastructures en Suisse. Est-ce que là, et je sais que je vais vous mettre dans vos petits chaussons, mais quand même, c'est quand même une thématique qui m'intéresse, est-ce qu'on n'est pas à un moment où vraiment la crise du capitalisme tel qu'on le connaît atteint des niveaux où vraiment, c'est pas seulement dans les sphères de la bourse, mais ça se voit sur le terrain, on a atteint l'os. C'est-à-dire que vraiment, on touche le dur. C'est-à-dire vraiment, il y a des trucs qui ne fonctionnent plus. Malheureusement, on voit que le capitalisme arrive toujours à se renouveler d'une manière assez inédite. Hein. Voilà, donc, et je pense qu'on a vu aussi par différentes phases successives du capitalisme que ça se répercute toujours en fait sur l'économie réelle et sur voilà, ce que les gens consomment, ont devant les yeux, utilisent au quotidien. Donc, mais là, c'est flagrant voilà. quand même. Oui, Enfin, moi, j'étais choqué. Oui, c'est flagrant. Après, je sais c'est quand même le Crédit Suisse qui a fait faillite. C'est pas la petite banque privée qui a fait des mauvais placements et tout. On parle d'une institution centenaire. Enfin, oui, alors bien sûr. Non, alors disons, sur ce point-là, je pense que c'est à prendre voilà, dans un contexte assez complexe, en fait, où on a certaines banques. Bon, après, Crédit Suisse peut s'expliquer aussi par simplement certains choix qui ont été faits, une certaine politique vraiment voilà, complètement frauduleuse, un certain nombre de scandales à répétition. Et puis, on sait que dans le domaine de banque et finance, la réputation, c'est extrêmement important. Et voilà, des mauvais choix ont été faits. Maintenant, on a d'autres banques qui sont aussi en faillite pour des comportements, on va dire, similaires. Voilà, après le lien avec... Là, je parle des répercussions sur justement les... Ouais, alors ce lien, disons, je pense que Crédit Suisse, que le fait que Crédit Suisse ait financé une bonne partie du réseau ferroviaire, c'est une chose, mais ça aurait pu être Crédit Suisse, ça aurait pu être une autre banque aussi, en fait. Donc je pense que les deux choses sont assez, sont à comprendre de manière différente. Ce serait mon analyse, mais c'est pas une question, c'est pas une question d'analyse comme ça. C'est juste de dire que à un moment donné, le rôle historique des grandes institutions financières n'est plus du tout rempli par rapport à ce qu'elles devaient faire à l'époque. Elles le font toujours quand elles y ont un intérêt financier, en fait. Bien sûr. Et non, je pense que ce fonctionnement-là continue à se faire. Je pense que on a toujours des collectivités publiques qui empruntent à gauche, à droite. Ça se fait toujours, finalement. Après, c'est comment est-ce qu'on conçoit la politique de la dette aussi. Comment est-ce qu'on finance et c'est la question, je voulais rebondir là-dessus, comment est-ce qu'on finance le projet de, par exemple, une vignette à 100 francs pour les transports publics ou de la quasi, parce qu'on n'a pas le droit à la gratuité, donc imaginons la quasi-gratuité des transports en commun. Comment est-ce qu'on le finance? Bon, nous, c'est clairement... disons, nous, ce qu'on propose, c'est clairement un modèle public. Hein. Donc, c'est un mode de subventionnement public. Jusque-là, pas de surprise. Voilà, jusque-là, pas de surprise. Bien évidemment, sans avoir
politique d'austérité dans d'autres domaines. Mais clairement, au niveau des calculs qu'on a fait, qu'on a présenté dans le cadre d'initiative, c'était un plan qui était tout à fait viable, sans endettement particulier, Alors comment on avec le finance budget de justement l'État. dans ce Voilà. plan-là? Budget Avec, d'État, ouais. donc c'est-à-dire qu'on prend, enfin encore, on augmente un budget d'État ou on change par rapport à un autre? Ça c'est intéressant, je pense que les électeurs s'intéressent à dire, mais oui, voilà, je suis évidemment, je pense que la plupart des électeurs, vous avez déjà dit, diraient, mais je suis d'accord avec Madame Timofté, je suis d'accord avec le POP, j'aimerais bien avoir les transports à prix réduit ou à la quasi-gratuité. Comment est-ce qu'elle le finance? Bon, alors maintenant, disons, on est dans une situation particulière, c'est-à-dire que nous, ce qu'on proposait, c'était le principe d'avoir une gratuité totale dans le canton, donc c'est-à-dire de simplement pallier au subventionnement qui existe déjà par la Confédération et le canton du réseau des transports Mobilis. Maintenant, si la décision du TF dit oui, mais les usagers doivent quand même participer, donc là, on peut imaginer d'autres choses. Ça peut être voilà, un petit financement de la part de ceux qui réellement utilisent les transports, et puis ça peut être un petit, voilà, quelques francs par année qui sont versés par les usagers et usagères. Et sinon, le reste serait évidemment subventionné par le budget du canton qui le permet, en fait, sur les comptes de l'État de Vaud sur lesquels on se basait. En canton que, du coup, si les transports publics si les transports publics sont gratuits, du coup, il y a aussi en fait, des recettes fiscales qui doivent augmenter, puisqu'en fait, il y aurait moins de déduction, enfin, il y aurait plus cette déduction en fait, forfaitaire ou effective des impôts des frais de transport public. Donc, voilà, on a aussi, par ce biais-là, en fait, assez mathématiquement, une certaine augmentation en fait, D'accord. qui permettrait de le financer. On a des censures médiatiques au niveau des politiques, au niveau des politiques sanitaires, au niveau de l'humour, au niveau de certains droits de manifestation. En Suisse, il y a des manifestations qui ont été interdites, qui ont été ou déplacées ou qui ne fonctionnaient pas. Il y a des discriminations qui se font encore. Et c'est vrai que moi, ce que j'aperçois comme personne neutre, comme observateur extérieur, j'aperçois que chaque plan de la société aux citoyens suivant son intérêt fait sa petite manifestation, sa petite censure de son côté et est de plus en plus, au lieu d'être dans une alliance, notamment populaire, pour avoir plus de liberté au niveau de la population, est dans une confrontation et on se retrouve de plus en plus par rapport à ça. Vous qui êtes d'un camp qui est clairement revendiqué, c'est pas une critique ou n'importe quoi, c'est un fait, sur un certain nombre de domaines, sur ces questions des libertés publiques, comment est-ce que vous vous concernez? Est-ce qu'il y a certains propos qu'on ne peut pas tolérer et qu'il faut effectivement censurer, ou au contraire, c'est mieux de ne pas avoir de censure? Quel que soit le camp à défendre d'ailleurs, c'est ça le sens de ma question. Alors, disons, moi, à titre personnel, bien évidemment, j'ai jamais trouvé que la censure était un instrument, une arme politique pertinente. Jamais, pour quoi que ce soit, en fait. C'est un premier point, ça. Voilà. Après, je pense que il y a des débats dans les dimensions de votre question assez différents, en fait. Par exemple, vous avez évoqué le droit de grève. Bon, pour moi, ça se rapporte clairement, disons, au rapport de travail en premier lieu. Donc, voilà, pour moi, c'est un droit, si ce n'est le plus fondamental, en fait, et qui, comme on l'a évoqué avant... Devant la liberté d'expression? Dans les droits fondamentaux, je parle de la population, des citoyens. Oui, disons, c'est lié, en fait. C'est lié, et c'est pas lié, disons. Ça reste pour moi vraiment un droit fondamental et pour lequel finalement on a une protection du droit de grève en Suisse qui est quasiment inexistant. Les conditions sont extrêmement difficiles pour que la grève soit reconnue. Donc pour moi, ça c'est déjà un point qui est problématique, mais qui me paraît pas foncièrement nouveau. C'est-à-dire, je vois peu de faits nouveaux là-dedans, si ce n'est des cas des fois un peu isolés. Disons, ça fait des décennies que c'est comme ça. Et c'est problématique. On a vu l'année passée les maçons faire la grève et avoir des résultats relativement probants. Oui, bien sûr, mais parce que tout dépend du rapport de force. Voilà, c'est-à-dire qu'au niveau de... pour les maçons, il y a quand même un très bon ancrage syndical. Il y a des choses qui sont obtenues, pas toujours, et vraiment pas facilement. Maintenant, il y a plein d'autres entreprises où, les maçons, c'est quasiment... presque un secteur entier qui est mobilisé dans
dans d'autres branches, c'est très difficile. Dans certaines entreprises, c'est très difficile. Voilà, mais là, rien de nouveau pour moi. Au niveau de la liberté d'expression, je pense que en fait, avec la crise sanitaire, le Covid, etc., il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Je pense que là, effectivement, c'est quelque chose à laquelle j'étais très sensible. C'est le fait que, voilà, d'un côté, on se dit on veut des mesures urgentes pour contenir l'épidémie, mais d'un autre côté, on a des droits fondamentaux comme celui de manifester ou de s'exprimer, plus celui de manifester, je dirais, qui ont été vraiment restreints, en fait. Oui. Voire, D'où ma question. Voilà, exactement. Alors, je trouve ça en effet problématique. Je pense que c'est une situation quand même assez inédite. Où oui, je trouve problématique de ne pas avoir le droit de manifester, de ne pas pouvoir se réunir à plus de 10-15 personnes, etc. Maintenant, je comprends aussi que finalement, dans une situation, on va dire, épidémiologique particulière, on a besoin d'avoir des mesures qui n'ont pas forcément, pour le coup, été testées, dont on ne sait pas si vraiment... Voilà, il y a un effet de diffusion aussi dans les autres pays, dans la manière dont ils gèrent l'épidémie. Je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été faites avec les moyens du bord. Des fois dans la précipitation, qu'avec le recul, on peut se dire, mais est-ce que vraiment c'était nécessaire de mettre en place ce genre de mesures? À titre personnel, j'ai peu de convictions fortes là-dessus parce que, voilà, je pense que c'était complètement... On n'est pas spécialement là pour parler de cette question-là. Je vous pose la question d'une manière un peu différente, avec un angle peut-être qui vous parlera plus. C'est peut-être aussi de ma faute. Est-ce qu'il n'est pas problématique aujourd'hui au niveau de l'information et des médias qui va avec la liberté d'expression et d'opinion? C'est-à-dire que la pluralité d'opinion, c'est un marqueur de la démocratie. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas problématique qu'en Occident, que ce soit autant sur les réseaux sociaux que sur les médias traditionnels, papier, radio, presse écrite, radio, télévision, on a une concentration de plus en plus forte, soit à des consortiums, soit à des propriétaires millionnaires ou milliardaires, ou simplement des médias d'État, qui sont de plus en plus contrôlés et avec une liberté d'opinion qui est une pluralité d'opinion qui est de plus en plus restreinte. Est-ce que c'est pas un énorme souci, ça? Quelle que soit l'opinion d'ailleurs, que ce soit des médias de droite ou de gauche, c'est pas une question d'opinion petite ou de couleur, c'est vraiment au niveau de... Est-ce que c'est pas un énorme souci qui est en train d'arriver aujourd'hui où on critique des pays comme la Chine à cause des médias d'État, mais quelque part, je dis pas qu'on est équivalent, mais la trajectoire est quand même pas brillante de ce point de vue-là. Non, je pense qu'il faut quand même, pas non plus... Disons, ce qui est un problème, c'est effectivement la concentration le plus importante en des mains assez restreintes, avec vraiment des grands groupes et puis finalement des petits qui n'arrivent pas à s'en sortir, ou des journaux indépendants par exemple qui sont au bord de la faillite. Donc ouais, c'est dans la diversité des opinions qui peuvent être présentées, qui sont accessibles au grand public, où là je vois déjà un gros problème. Après, de là à dire que les personnes qui travaillent comme dans ces différents médias et disons, le contenu médiatique, journalistique qui est présenté, dire qu'ils ont un contrôle strict, voilà, donc de la même manière qu'un État autoritaire, je pense que c'est délicat de le dire de cette manière. J'attaquais pas directement mes collègues, j'attaquais les structures, non. On est bien d'accord. Oui, bien sûr. Mais après, voilà, bien sûr que c'est problématique parce que quand on a une concentration dans un nombre restreint de mains, forcément, il y a moins de diversité, le contenu reste globalement le même, la ligne politique aussi. Moi, bien sûr que je suis d'avis qu'il y a une certaine homogénéisation un peu de la ligne politique dans un certain nombre de médias, et que c'est un problème. Nous aussi, on a notre propre journal de parti. Mais ça vous concerne. Très difficile, en fait. Ça vous concerne vous aussi, parce que j'ai pas l'impression d'avoir, même s'il y a des gens de gauche ou d'extrême gauche, j'ai pas l'impression d'avoir que le POP soit particulièrement le parti le plus mis en avant au niveau des idées et des propositions dans la presse générale. Non, bien sûr, évidemment. En ce moment, non, mais ça concerne tout le monde, pas seulement des philosophes, des questionnaires ou des journalistes indépendants, quoi. Bien sûr, oui, moi je trouve ça regrettable parce que je pense que disons, les médias ont un rôle vraiment crucial en fait au niveau politique, au niveau de fabrication de l'opinion. Fabrication de l'opinion, et je dirais même jusqu'à peut-être les chances de succès électoral pour tel ou tel parti.
Finalement, si un parti et ses opinions, mais de gauche comme de droite, est complètement invisibilisé pendant toute une campagne politique, finalement, peu de chance il pourra avoir aussi pour avoir des élus au niveau des différentes, au niveau du Conseil national, au Conseil des États. Faire passer son objet en votation. Notamment aussi, évidemment. Donc ça a un rôle déterminant, ça c'est sûr. Maintenant, c'est un jeu un peu, voilà, quand on parle avec certains journalistes, ils vont dire que non, mais c'est parce que vous comprenez. Voilà, et puis il y a aussi le problème, c'est certains médias ont un peu leur chouchou. Ils ont vraiment une personne, un élu, une élue qui, pour telle thématique, ils vont les appeler systématiquement eux. Et puis, ils contribuent vraiment à façonner, à fabriquer une image, et puis à les ancrer vraiment dans la vie politique fédérale ou cantonale. Ouais, c'est un rôle assez important. C'est pas toujours évident, et je pense qu'effectivement, il y a un manque de diversité d'opinions et politique en fait qui est présenté à la population. C'est regrettable. Nous, en tant que parti de taille plus modeste, bien sûr qu'on essaie de lutter contre ça et d'être visible sur d'autres plans, mais c'est effectivement important, je pense, que la population soit au courant que c'est vraiment extrêmement difficile. Oui, et c'est bien d'ailleurs que ce genre d'exercice d'interview de longue durée, on va dire, permette de vous exprimer sur plusieurs Tout à opinions. fait. Et pas seulement, on a invité Naïs Théophile pour parler du syndicat UNIA qui vient de montrer. Vous voyez, ça on nous permet de découvrir à travers plusieurs thématiques. Et on va continuer d'ailleurs avec la boîte à questions. Donc je vous laisse tirer un ticket pour voir sur quelle question vous allez tomber. Alors dites-moi ce qui est marqué sur le ticket avec la thématique. Vision des femmes dans le monde. C'est une question, je pense, qui veut potentiellement être piège pour vous, mais on va voir. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire vision des femmes dans le monde? C'est que aujourd'hui, on a un double problème, et ça m'intéresse d'avoir justement une femme qui est clairement engagée sur des questions de gauche pour répondre à cette question-là. Ce qu'on a observé beaucoup, c'est que la Suisse est un pays d'accueil avec de nombreuses différentes nationalités, continents, modes de vie, religions représentés sur notre territoire. Et beaucoup de candidates, et d'ailleurs on les remercie, qui sont venus ici participer à cette émission, défendent des visions tout à fait pour l'égalité homme-femme, pour un meilleur congé parentalité. On a eu également des phrases par rapport à une des meilleures répartitions salariales entre les femmes. Comment est-ce qu'on concilie, et ça m'intéresse comme élève du gauche, comment est-ce qu'on concilie d'un côté le fait d'accueillir des personnes du monde entier avec des modes et des visions de vie différentes, et des visions de la féminité et de la femme différentes, avec le fait de vouloir avoir une politique plus progressiste de ce point de vue-là? Est-ce qu'il n'y a pas des difficultés ou des points contrariants en disant, d'un côté on fait venir des hommes ou des personnes qui clairement sont éloignés de ces questions-là à des kilomètres, c'est juste incroyable, quoi. Et d'un autre côté d'avoir des politiques qui nous disent il faut lutter pour l'égalité, le progressisme, etc. Dans des personnes qui viennent de pays, d'ailleurs, où le mariage des homosexuels n'est même pas une question. Ces gens-là sont par exemple poursuivis. Et c'est pour ça que je dis vision des femmes dans le monde, parce que la vision qu'on a en Suisse n'est pas forcément la vision majoritaire. On peut le déplorer, mais n'est pas forcément la vision majoritaire qu'il y a dans le monde en termes de droits des femmes ou d'égalité. Comment est-ce qu'on se positionne? Comment est-ce qu'on arrive à jongler entre les deux? Disons, je suis candidat pour les élections fédérales, pas pour les élections mondiales. Enfin, donc, du coup, oui, je ne peux pas avoir d'impact sur La Suisse est quand même un pays avec une forte immigration de oui, travailleurs parce qu'on n'a pas le renouvellement de la population en interne. Donc pour pallier à un certain nombre de boulots, on a une immigration qui vient de beaucoup de pays dans le monde, beaucoup de pays européens, mais beaucoup de pays aussi du reste du monde. Oui, bien sûr. Et je pense que le multiculturalisme, en l'occurrence en Suisse, c'est une richesse. Maintenant, je ne le vois pas forcément spécifiquement sous l'angle homme-femme, etc. Mais évidemment qu'avec différentes cultures, on a différentes visions des rapports hommes-femmes. Maintenant, disons, en fait, ces questions-là, à mon avis, se débattent démocratiquement en Suisse, dans les instances parlementaires en Suisse, dans la rue en Suisse. Voilà, donc en fait, toutes ces personnes-là, ensuite, peuvent participer au débat public. Et je pense qu'ensuite, c'est des discussions qui se passent dans les instances en Suisse, tout simplement. Enfin, je vois pas tellement le nœud du problème, c'est-à-dire, est-ce que, je sais pas s'il y a un peu un sous-entendu d'une question un peu sur le voile, ou je sais pas si c'est vraiment ça. Le sous-entendu est très clair, c'est on a d'un côté des partis qui représentent du coup une plus grande ouverture sur le monde et une vision progressiste de la société. Et on a d'un côté ces partis-là qui d'un côté sont pour la venue et l'établissement à leurs conditions
de populations qui ne sont pas du tout en accord ou même dans leur mode de vie, parce qu'ils sont dits simplement autres. C'est pas un jugement de valeur, c'est simplement ils sont autres, de certaines habitudes de vie, de certaines visions de la société, et d'un autre côté, on promeut à l'intérieur la vision de la société complètement inverse ou en contradiction avec ça. Et comment est-ce qu'on arrive à jongler avec les deux? Pour moi, c'est une vraie question. Comment on peut être pour une immigration forte de la part de certains pays, certaines cultures, qu'importe, hein, je vise personne en particulier, mais et d'un autre côté, dire ben, chez nous on veut promouvoir plus la femme, alors que dans certains pays, la femme n'a même pas accès à certains types de travail ou à certains types de droits. Oui, bon, sincèrement, pour moi, c'est pas forcément une vraie question, parce que je pense que c'est deux choses différentes. Il y a des questions migratoires, d'une part, Mhm. à quel point est-ce qu'on considère qu'il faut... voilà, il y a des questions d'asile, il y a des questions de migration économique, à quel point est-ce qu'on accueille des gens qui sont dans le besoin pour des questions de voilà, pays en guerre ou autres. Mhm. Bon, moi je suis tout à fait favorable à cela, à ce que la Suisse poursuive sa politique en faveur de l'asile, voire Jusque- l'améliore. Jusque-là, on est d'accord. Voilà, exactement. Maintenant, je ne pense pas que ce soit un problème. En tout cas, ce problème-là, je ne le vois pas du tout sous cet angle de ce que ça peut impliquer en termes de vision des femmes qu'on peut avoir dans le Suisse, avec un peu une, un afflux d'une certaine population qui aurait une autre vision du monde, puisque voilà, ensuite ces personnes viennent ici et puis le débat public se fait ici. Et je vois pas tellement le problème en C'était fait. plus sur la question de l'intégration en fait. Est-ce que vous pensez que le système d'intégration est assez bon en Suisse, justement pour éviter ce problème et on va dire, ces grincements culturels quelque part qui sont naturels? Est-ce que vous pensez que le système d'intégration est bon ou est-ce qu'il faudrait l'améliorer et si oui, comment? La question est plus Je tournée comme pense ça, que quoi. le grincement culturel est souvent très exagéré en fait. Ah, ouais. Je pense qu'on a énormément de gens qui sont très bien intégrés. Mhm. euh, que parfois on a peut-être des gens qui ont un mode de vie très éloigné d'une autre et puis qui se font peut-être remarquer entre guillemets, mais c'est un pourcentage tellement faible par rapport au nombre de gens qui en réalité sont bien intégrés et qui entre guillemets ne font pas de vagues, que voilà, je pense que c'est un peu un faux débat. Je pense que voilà, oui, il y a un bon système, enfin, qu'il y a un bon système d'immigration, oui et non. Je pense qu'il y a beaucoup d'attentes qui pèsent envers les personnes issues de la migration pour leur intégration, Mhm. qu'on a quand même une révision de la loi en 2018, la loi sur les étrangers, qui fait que, euh, en gros, on attend quand même plus de la part des personnes qui sont aussi candidates à la naturalisation pour prouver leur bonne intégration, notamment sur la capacité à bien parler français, à être systématiquement euh, voilà, employé, enfin, à détenir un travail. Vous trouvez la Euh, Confédération trop dure sur ce sujet-là? je trouve qu'elle est peu souple dans, par exemple, des phases dans la vie qui en fait arrivent à tout le monde, c'est-à-dire, voilà, on a un travail, ok, et puis ben, voilà, la vie fait que parfois on peut perdre notre travail, et puis la vie fait que parfois on peut être amené à demander l'aide sociale. Et donc sur ces situations de vie-là, je trouve que effectivement la loi sur les étrangers est extrêmement dure. Il y a des cas vraiment assez dramatiques de personnes qui voilà, sont mariées en Suisse, ont eu des enfants en Suisse, ont eu un Ils sont bien intégrés, travail, quoi. voilà, sont intégrées, et elles le sont depuis des années. Et puis parce qu'elles subissent voilà, une petite phase d'aide sociale, eh bien, sont directement renvoyées dans leur pays, sont leurs enfants, et sans avoir droit de visite sur leurs enfants. Il y a des cas comme ça, donc Mhm. c'est des choses quand même très difficiles. Et je trouve que voilà, il y a vraiment un peu ce discours de la part de certains partis en disant que voilà, on exagère le manque d'intégration des gens. Je trouve que c'est vraiment très faux et que ouais, on demande beaucoup aux gens et on leur donne pas forcément beaucoup non plus. En retour. Ouais, en retour, non, je trouve que et puis voilà, il faut pas non plus surestimer à quel point la Suisse est attractive en fait pour les personnes issues de la migration. En fait, non, on n'a pas un afflux massif, on l'a vu hein, avec par exemple la Syrie, avec voilà, la route des Balkans, toute cette crise migratoire européenne. En fait, la Suisse, non, n'était pas assaillie du tout d'un afflux massif de personnes. De personnes qui fuyaient des contextes de guerre, non. Il y a d'autres pays qui sont
qui sont perçus comme plus attractifs parce que la Suisse voilà, donne très peu en fait. Et ça, je pense que c'est une logique qu'on voit non seulement pour les personnes issues de la migration, mais c'est aussi la manière dont la population ici, suisse d'origine ou non, qu'importe, mais la population en Suisse qui travaille, eh ben, on lui donne peu aussi. Et voilà, je pense que c'est un énorme problème, et c'est aussi ce pourquoi on se présente au fédéral en fait de manière globale. Voilà. Est-ce que vous pensez, peut-être petite question subsidiaire rapide afin de terminer, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi des fois un chantage à l'immigration qui est fait pour justement maintenir les salaires relativement bas, que ce soit, je ne parle pas d'immigration, là pour le coup je ne parle pas spécifiquement de migration extra-européenne, hein, je parle également d'autres pays européens qui ont des salaires moins élevés que les nôtres. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un chantage qui est fait d'un certain milieu patronal justement à l'immigration pour maintenir des conditions basses en disant ah ben si tu n'acceptes pas de ne pas avoir d'augmentation de salaire, par tout ce que vous avez dénoncé dans cet entretien, hein, qui sont tout à fait vrais, est-ce que vous ne pensez pas justement qu'il y a cette ah, tu n'acceptes pas ça, ben fais attention parce que du coup, tu vas peut-être devoir quitter le territoire, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un chantage d'immigration qui fait pour maintenir un certain nombre faire une concurrence à la baisse sur les conditions de travail? Bah, ce qu'on voit clairement, c'est que. Alors, c'est dommage qu'on n'ait pas tellement eu le temps d'aborder ça, parce que pour moi, c'est un point assez central des relations Vous de la l'avez Suisse maintenant. avec l'Union européenne, mais Vous l'avez maintenant. il y a. Je vous laisse vous exprimer là-dessus. Ok. Oui, il y a clairement un dumping salarial qui est organisé, qui est clairement dans l'intérêt en fait du patronat, et notamment sur la base de la main-d'œuvre transfrontalière en fait. Et c'est aussi voilà, ce qui fait qu'un certain nombre que le patronat de manière générale est très défavorable à l'idée d'instaurer un salaire minimum, parce que c'est aussi une manière voilà, de garder pour eux une marge de manœuvre, une flexibilité à la baisse, de pouvoir payer des employés voilà, moins cher, tout simplement. Allô. Donc oui, on voit ça aussi avec les travailleurs, la main-d'œuvre voilà, détachée européenne qui peut voilà, être déplacée comme ça pour quelques mois en Suisse, être aussi payé au lance-pierre. Donc oui, il y a différentes formes en fait de sous-enchères salariales qui se fait aussi au détriment de la population suisse, c'est-à-dire que maintenir des salaires très bas en fait pour des personnes soit transfrontalières, soit de l'Union européenne, soit voilà, immigrés. C'est aussi tout ça qui empêche d'avoir une revalorisation salariale pour la majorité de la population. C'est un énorme problème. Et donc, voilà, finalement, on voit que dans ces débats extrêmement importants sur l'accord cadre avec l'Union européenne, voilà, pour avancer dans ce dossier-là, c'est un point central pour les syndicats, c'est un point central pour la gauche, c'est un point extrêmement central pour nous, POP. Et finalement, voilà, c'est un dossier qui avance pas. L'accord cadre a été mis à la poubelle. Je pense que la plupart des partis vont être assez timides en fait pendant la campagne pour les fédérales sur cet objet-là. Mais à mon avis, c'est vraiment un point qui doit prendre le devant de la scène, qui voilà, a beaucoup de conséquences sur les travailleurs et travailleuses. Et puis pour l'instant, aucune solution en fait n'est proposée par le Conseil fédéral pour avancer sur ce dossier-là. J'espère qu'on en parlera. En tout cas, moi, je vais vraiment m'atteler à en parler passablement pendant cette campagne. Et justement, pour terminer, la question de conclusion, si les électrices et les électeurs vaudois votent pour vous, votre liste, votre parti ou votre personnalité, sur quoi peuvent-ils compter? Qu'est-ce que vous pouvez garantir? Sur quel combat vous êtes actif? C'est un peu le dernier paragraphe qu'on vous laisse. Pourquoi est-ce qu'il faudrait particulièrement voter pour vous par rapport à un ou une autre candidate ou une autre liste, on va dire? Bon, alors déjà, tout simplement, comme je l'ai rappelé au tout début, parce qu'on est le seul parti, je pense, qui a une liste réellement qui représente la population, les petites gens, et qu'on a besoin de personnes au niveau de l'Assemblée fédérale qui représentent véritablement la population, qui n'est ni des professionnels de la politique, ni des cadres de partis qui ne font que ça,
ni des politiciens qui sont comme Kuishmi, si vous me permettez l'expression, avec les lobbies. Donc on a vraiment besoin de vrais gens en fait au Parlement. Et puis au niveau plus programmatique, pardon, je dirais que les priorités sur lesquelles je veux vraiment mettre l'accent, c'est la question du pouvoir d'achat, comme on l'a dit, les retraites aussi. La question de la protection de l'environnement qui est cruciale, ça passe aussi par une bonne politique de mobilité, mais aussi par une meilleure prise en compte de qui sont les gros pollueurs en Suisse et puis l'accompagner de véritables sanctions. Et puis les relations aussi avec la Suisse, entre la Suisse et l'Union européenne, où on doit arriver à pouvoir véritablement maintenir notre souveraineté démocratique, et puis garantir aussi le niveau de vie en fait, ne pas avoir de dépréciation des salaires ou des différentes protections sociales dont bénéficie la population suisse. Donc ça c'est vraiment un gros point sur lequel je m'engage. Et puis voilà, donc ça touche à toutes ces thématiques économiques aussi qui me sont très chères. Voilà. Anaïs Timofté, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode de Femmes Fédérales. Merci à vous.